me présente, je m'appelle Alexandre Mérancourt, je suis agente de l'équipe. Je vais vous présenter mon équipe. Donc, à ma droite, nous avons Maëva Lachance, Antje Drouin et Brittany Chabot. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous présenter notre projet final de criminologie, le projet intégrateur. Selon un sondage effectué par Statistique Canada, 4% des Canadiens ont déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime. Cela signifie que 2 personnes parmi vous risquent d'en être victimes au cours de leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous présenter un cas de voie de fait en contexte de violence conjugale. Donc, pour vous mettre en contexte, je vais vous parler de notre mise en situation qui contient 2 personnages fictifs. Premièrement, nous avons John Tremblay, un homme de 39 ans qui va être l'agresseur dans notre situation. Ensuite, nous avons Chloé Tremblay, une femme de 31 ans qui va être la victime. L'événement va se passer le 24 février 2023 aux alentours de 22h45 sur la plage Jean-Béliveau, à l'est du Grand Marché, plus précisément à l'intersection du boulevard Wilfrid-Laurier et de la rue Jalobert. La situation est que le couple avait décidé un vendredi soir d'aller voir une partie des remparts avec un autre couple d'amis. Tout au long, les remparts dominaient la partie, ce qui incitait John à consommer davantage. Après une dizaine de bières, Chloé lui reproche d'avoir trop consommé. En effet, celui-ci perdait l'équilibre et avait de la difficulté à parler. À la fin de la partie, les 2 couples se séparent. En se rendant au stationnement, Chloé reproche à John d'avoir trop consommé et que c'était embarrassant devant leur couple d'amis. Sous l'effet de l'émotion et de l'alcool, John décide alors impulsivement de lui donner un coup au visage. Nous avons choisi cet endroit pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur les lieux puisque le Grand Marché ferme à 18h. Il n'y a pas d'agent de sécurité à ce temps-ci. De plus, il fait sombre et les caméras et les lampadaires ne pointent pas en direction de l'endroit que nous avons sélectionné si haut. Ce qui fait en sorte que le délinquant, c'est beaucoup plus propice pour lui de passer à l'acte. Avant de présenter notre délinquant, on tenait à vous faire une petite mise en contexte pour vous présenter un petit peu mieux le passé de John. En fait, il y a environ 6 mois, la mère de John est décédée d'une grave maladie. Cette mort-là, ça a vraiment eu un effet négatif sur John, qui a vu sa santé mentale se dégrader. En fait, il est passé dans un état de dépression. Cette dépression-là, il a voulu la soigner un petit peu en se vers l'alcool. Jusqu'à maintenant, on s'est principalement concentré sur les événements des derniers mois qui ont poussé John à passer à l'acte. Par contre, maintenant, on va se concentrer principalement sur l'événement du 24 février dernier. En fait, il y a eu plusieurs facteurs, soit indicateurs, qui ont poussé John à passer à l'acte. Premièrement, il y a eu sa consommation excessive d'alcool, donc il a consommé environ une dizaine de bières. Ensuite, Chloé lui a fait plusieurs reproches à l'égard de cette consommation. Des reproches qui l'ont malheureusement provoqué à passer à l'acte. La principale raison qui a poussé John à commettre son délit sur Chloé, c'est qu'il voulait lui prouver que c'est lui qui domine dans la relation. Il ne voulait pas lui laisser paraître qu'elle peut le contrôler, puis qu'à aucun moment, elle peut dire sa façon de penser. Il est pertinent de savoir que M. Tremblay n'a commis aucun délit avant juin 2022, ce qui correspond à la période où sa mère était le plus malade, donc il devait s'occuper d'elle. Cependant, après la mort de sa mère, donc il y a plus ou moins 6 mois, il a commencé à commettre des voies de fait envers sa femme Chloé, et ce, de 3 à 4 fois par semaine. Dans le cas que nous vous présentons, le délinquant commet des voies de fait de niveau 2, c'est-à-dire avec des lésions corporelles, mais aucun danger pour la vie de la victime, et ce, en contexte de violence conjugale. Ce même événement constitue la première arrestation de M. Tremblay. Autrement dit, il n'a subi aucune autre arrestation avant cette date. Le délit de Tremblay n'a nécessité aucune préparation puisque son geste était totalement empreint d'impulsivité élevée. En fait, il n'a pas réfléchi longtemps avant de commettre son délit. Pour ce faire, il a utilisé son poing droit et était très intoxiqué. Plus précisément, comme le mentionnait plus tôt ma coéquipière, il avait consommé plus d'une dizaine de bières. Par la suite, il y a les obstacles physiques qui sont tout autour du Grand Marché. On a les buissons, les clôtures et les bancs et tout autre aménagement extérieur. Ce qui fait en sorte que le passage à l'acte est vraiment plus difficile puisque le délinquant devra contourner tous les obstacles physiques avant de commettre son délit. Donc, pour commencer, il y a les caméras de surveillance
qui sont installés tout autour du bâtiment du Grand Marché. Ce qui fait en sorte que le passage à l'acte est impossible puisqu'il y a des caméras de surveillance tout autour. Ce qui fait en sorte que tout est filmé et donc s'il y a passage à l'acte, le délinquant ne pourra pas s'en sortir puisqu'il y aura des preuves et donc les caméras auront toutes capté par vidéo. Pour finir, il y a les lampadaires qui sont tout autour du Grand Marché et du centre Vidéotron. Le Grand Marché est majoritairement très bien éclairé par les lampadaires, ce qui fait en sorte que cela dissuade le délinquant du passage à l'acte car il est plus visible. Pour le délit commis par M. Tremblay, soit des voies de fait causant des lésions corporelles, le Code criminel prévoit une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement à l'article 267. Comme mentionné précédemment, cet événement a causé une victime ayant subi des conséquences psychologiques et physiques puisqu'il y a eu usage de violence, c'est-à-dire des coups et des insultes. C'est pourquoi la victime nécessitera probablement une certaine protection puisqu'elle passera à travers une gamme d'émotions fortes dans les jours qui suivent et qu'elle craint peut-être que son agresseur revienne lui faire du mal. Abordons maintenant plus en détail la façon dont notre délinquant s'est finalement fait arrêter. En fait, c'est un témoin qui retournait lui aussi à sa voiture à la fin de la partie qui a vu les événements se dérouler au loin. Il a alors immédiatement composé le 911 et la police a été en mesure de se rendre sur les lieux à temps, c'est-à-dire avant que le couple ne quitte. Les policiers ont alors procédé à l'arrestation de M. Tremblay. Lors de cette arrestation, M. Tremblay a été énormément collaboratif en exécutant les tâches que les policiers lui demandaient de faire. Par exemple, il s'est identifié, a essayé de marcher en ligne droite et a aussi vidé ses poches lorsqu'on le lui demandait. Donc en bref, on peut considérer que notre délinquant représente un niveau moyen de dangerosité. Le délinquant a besoin de combler un besoin, c'est-à-dire dominer et contrôler Chloé afin que celle-ci arrête de l'insulter et de le provoquer. De plus, il a besoin de combler un besoin de vengeance, c'est-à-dire qu'il en a assez de se faire traiter ainsi par sa femme. Enfin, il va avoir un sentiment de contrôle sur la situation et sur celle-ci. De plus, le nombre d'efforts requis est moindre, c'est-à-dire si on parle au niveau situationnel, il marche seul, tard le soir, dans un endroit sombre, comme on a mentionné précédemment. Si on parle au niveau relationnel, son conjoint et il habite dans la même maison, ce qui fait en sorte que la proximité physique est élevée. Enfin, la femme est vulnérable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle, comme je viens de vous mentionner, car il habite dans la même maison. De plus, la capacité physique à se défendre est faible. Enfin, John a un sentiment d'impunité sur la relation, c'est-à-dire qu'il ne pense pas qu'il va avoir des répercussions car c'est sa femme. Donc, on peut en conclure que le potentiel criminogène, dans le fond, le potentiel que la voie de fait soit commis est élevé, car la victime est facile d'accès, l'effort requis est moindre et le gain est élevé par rapport au nombre d'efforts à faire. Cependant, les criminels déjouent les mesures. Donc, nous proposons de mettre plus de caméras de surveillance dans les chemins plus étroits et moins fréquentés. Sans caméra, le délinquant aura une belle opportunité pour passer à l'acte, alors que s'il y a des caméras, le délinquant sera moins propice à passer à l'acte puisqu'il sera filmé. Par la suite, les mesures ne sont pas efficaces à 100%. Nous proposons de mettre un agent de sécurité qui surveillerait dans les zones moins éclairées, dans les zones où il y a moins de caméras. En ayant un agent de sécurité, le délinquant serait moins propice à passer à l'acte puisqu'il pourrait se faire surprendre à tout moment par un agent de sécurité en commettant un délit. Chloé Tremblay est non seulement la cible, mais également une victime. En fait, c'est plus précisément une victime directe. Ayant participé à des activités extérieures en soirée, comme un match au rempart, elle a augmenté son risque de vivre un délit avec violence. Maintenant, question d'agrémenter vos connaissances générales, voici un résumé du cycle de la violence. Celui-ci a une forme cyclique, c'est-à-dire qu'il peut se répéter sans cesse. D'abord, il y a la lune de miel. Chloé recevra des cadeaux et des compliments de la part de John, et celui-ci lui donnera de l'affection et lui partagera ses projets avec elle dans le but de lui faire oublier les incidents violents. Ensuite, il y a la phase de tension. C'est pendant cette période que John est très impatient, énonçait de nombreuses critiques et lâchait des soupirs par exemple. Cette période est suivie d'une période de crise correspondant aux épisodes de violence, qu'elles soient verbales, physiques ou psychologiques. C'est également dans cette phase que s'est produit l'épisode de violence du 24 février dernier.
Finalement, il y a la phase de justification, pendant laquelle John niera sa faute avec le typique « oui, mais ». Il fait des promesses à Chloé et se déresponsabilise totalement. Le couple refait ensuite face à la lune de miel et ainsi de suite. Pour conclure, nous espérons que vous en avez appris davantage sur les voies de fait en contexte de violence conjugale. Lors de la vidéo, nous avons abordé la description du passage à l'acte, les caractéristiques du délinquant et de la victime, La dangerosité du délinquant. Une analyse des mesures de prévention, ainsi que le potentiel criminogène. Voici maintenant quelques trucs qui pourraient vous aider pour venir en aide à une victime. vous pourriez être à l'écoute de la personne et de ses besoins et lui démontrer votre soutien. Sinon, demandez-lui ce que vous pouvez faire pour l'aider et finalement, sachez orienter la personne. Et pour ce faire, vous pouvez la référer au SOS Violence Conjugale au 1-800-363-8610, au 911 ou à tout autre numéro affiché ci-dessous.